Cliquez. Craquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu, Salut Lucie, comment il est ? Léla, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que je trouve particulièrement important car on va parler de féminisme et plus spécifiquement du féminisme réunionnais qui reste souvent moins entendu. En effet, c'est avec beaucoup de fierté qu'on accueille Myriam Paris pour cet épisode. Myriam est chargée de recherche en sociologie au CNRS et elle a réalisé sa thèse sur une période méconnue de l'histoire de la Réunion, les politiques antinatalistes des années 1960-1970. À cette époque, alors que les féministes en métropole luttaient pour l'accès à la contraception et à l'avortement, les femmes réunionnaises, elles, faisaient face à une toute autre réalité. À La Réunion, une politique antinataliste était mise en place qui visait à réduire la fécondité d'une population perçue comme trop nombreuse. Cette politique, bien que contraire à la législation française, s'appuyait sur des organisations locales influentes qui rassemblaient des acteurs politiques, économiques, religieux et médicaux. Et c'est ainsi que des milliers de Réunionnaises ont été envoyées dans des centres d'orientation familiale pour en ressortir avec des stérilés posés sans réelle notion de consentement ou avec des injections de Depo-Provera, un contraceptif pourtant interdit en métropole. Myriam nous expliquera les détails de cette affaire et nous présentera comment l'Union des femmes de la Réunion a résisté à ces pratiques oppressives et racistes, en défendant le droit des femmes à disposer de leur corps. Cet épisode s'intitule Politique, corps et race, le combat oublié des femmes de la Réunion contre l'oppression. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes, le combat continue. Bonjour Myriam, bienvenue sur Bas de Carré. Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour cette interview. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que j'ai découvert tes travaux récemment, que je pense que c'est toujours des sujets d'actualité, donc c'est important de se replonger dans ce qui a fait notre passé, dans tout ce travail autour du féminisme, autour du racisme, autour d'actions militantes, etc. Et je suis heureux que tu puisses partager du coup tes recherches, tes travaux auprès des auditeurs de Bas de Carré. On commence toujours par une petite présentation, mais plutôt que je fasse ta présentation moi-même, j'aimerais que tu te présentes. Tu es dans un vol Paris-Réunion et tu dois te présenter auprès de la personne qui est assise juste à côté de toi. Comment est-ce que tu te présentes avec tes mots ? Comment est-ce que je me présente ? J'aimerais beaucoup être dans un vol Paris-Réunion parce que je suis réunionnaise. Je suis née et j'ai grandi à La Réunion. Et j'ai émigré en France à mes 18 ans pour faire mes études. Donc ça, c'est un grand classique chez nous. Mais c'était il y a longtemps déjà, c'était en 1996. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que j'habite en France. Et quand je suis arrivée en France, donc à la fin des années 90, je me suis assez rapidement engagée dans le militantisme féministe. Donc ça, c'est aussi quelque chose voilà, auquel je tiens, cette étiquette de féministe. Et à cette époque, c'est là que je me suis rendu compte que, donc du coup, je me suis politisée dans des milieux militants féministes en France à l'université, et je me suis rendu compte que je connaissais rien à l'histoire de la Réunion, que je connaissais rien à l'histoire du féminisme à la Réunion. Et en fait, c'est pour cette raison que j'ai décidé de creuser un peu ces questions. C'est pour ça que j'ai fait une thèse. C'est comme ça que je suis devenue chercheuse. Et aujourd'hui, je suis chargée de recherche en sociologie au CNRS. Donc voilà pour ma petite présentation. D'accord, c'est très clair et très bien emmené. Lors de notre préparation, tu m'as dit que tu avais soutenu une thèse en philosophie et comme ça ne suffisait pas, tu as soutenu derrière une seconde thèse en sciences politiques. Quel était le sujet de ta thèse en sciences politiques ? Alors,
J'ai pas soutenu la thèse en philosophie, c'est-à-dire que j'ai fait une première tentative de thèse dans les années 2000 en philo, parce que j'avais fait des D'accord. études de philo. Et puis après, je suis devenue prof dans l'éducation nationale. Et puis ça me manquait en fait ce travail de cette question du féminisme à La Réunion. Ok. Et du coup, c'est pour ça que j'ai repris une thèse, mais cette fois en sciences politiques, parce que notamment, je voulais travailler à partir d'archives. Je voulais avoir une approche très empirique, très historique. Et donc, le projet initial de ma thèse, c'était justement de retracer une histoire des résistances féminines et féministes à La Réunion. Et pour moi, il y avait 2 principaux enjeux. Déjà parce qu'il y avait très peu de choses à lire sur les luttes d'émancipation féminine et féministe à La Réunion. Enfin, il y avait vraiment très très peu de choses. Et puis, moi, j'ai été élevée à La Réunion dans l'idée que le féminisme, c'est quelque chose qui vient de France ou d'Amérique. J'ai été élevée dans l'idée que, en fait, on doit aux féministes françaises qu'on leur doit, par exemple, le droit de vote, qu'on leur doit l'accès à la contraception, etc. Et donc cette recherche, elle était importante pour moi parce que l'histoire du féminisme à La Réunion, c'est resté à écrire. Et puis je voulais aussi remettre en question l'idée que c'est la France ou c'est l'Amérique ou c'est les Nords en général qui sont les avant-gardes du féminisme. C'est-à-dire que démontrer que dans les Suds et chez nous aussi, on a des luttes féministes qui ont été très importantes et pas que importantes pour nous, mais aussi importantes dans l'histoire globale des féministes. Et puis, il y a ce deuxième enjeu qui était important pour moi dans cette recherche, c'est que l'historiographie des féministes en France, elle est très concentrée sur la France hexagonale, sur la France métropolitaine. C'est-à-dire que toutes les luttes d'émancipation qui ont été menées dans les colonies, dans les Caraïbes, sur le continent africain, en Asie, etc., sont encore très peu documentées, alors que tout ça, c'était des colonies françaises. Et le problème, c'est qu'en invisibilisant ces luttes qui sont menées dans les colonies ou dans les Outre-mer, on invisibilise l'histoire coloniale française. Et donc, pour moi, documenter ces luttes féministes, c'est aussi documenter les luttes féministes qui sont menées dans les colonies, dans les Outre-mer. Ça permet de complexifier l'histoire des féminismes et d'apporter des éclairages sur le colonialisme français. Donc ça, c'est aussi un de mes points importants dans mes recherches. Oui, ça tombe bien parce que c'est ces 2 points ou ces 3 points qui font le thème de notre épisode du jour, parce qu'on va parler du contrôle du corps des femmes dans les années 60-70, mené par une politique publique raciste et plus que misogyne. Et avant d'entrer dans les détails de tout ce travail de recherche, comment est-ce que tu as pu mener ton enquête ? Quelles ont été tes sources ? Justement, tu nous dis qu'il y a peu de travaux autour de ça. Donc, comment est-ce que tu as pu procéder ? Alors, moi, j'ai procédé à partir d'archives. En fait, j'ai passé beaucoup de semaines, mois, je pense que ça se compte pratiquement en années, aux archives départementales de La Réunion, où il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été consultées. Et j'avais des échos, déjà autour de moi d'une politique antinataliste qui avait été menée, même si en fait c'est encore très peu parlé à La Réunion, mais en tout cas dans le travail global que je faisais, j'avais des traces. Et du coup, je suis allée aux archives départementales, j'ai trouvé des choses et j'ai été aussi dirigée vers le service des archives intermédiaires du conseil départemental. Et où là, il y a énormément de cartons qui qui contiennent en gros les correspondances, les rapports des médecins à la préfecture. En fait, toutes les correspondances et les rapports des acteurs institutionnels qui ont été mobilisés pour limiter la natalité réunionnaise entre les années 1960 et 1970. Donc, c'est à partir de toute cette documentation que j'ai procédé, principalement. J'avais aussi recueilli quelques témoignages, mais plus des témoignages qui m'ont mis sur des bonnes pistes. Mais tout l'essentiel du travail, c'est vraiment à partir de cette documentation, ces archives administratives, en fait. Est-ce qu'il y avait des archives que tu as pu trouver en dehors de La Réunion ? Il y a des archives aux archives nationales, c'est-à-dire là, on est vraiment dans la discussion de ces politiques qui concernent les Outre-mer en général, dans les sommets de l'État.
mais je les ai assez peu mobilisées dans ma thèse. Je les mobiliserai plus tard dans un travail ultérieur, parce que moi, je voulais vraiment avoir la dimension des acteurs qui sont sur place, en fait, ceux qui, et notamment les médecins, c'est-à-dire ceux qui sont les principaux interfaces entre la préfecture, l'État d'un côté, et les femmes qui viennent les consulter de l'autre. Eh ben, entrons dans le vif du sujet et parlons d'abord un peu de contexte. J'ai annoncé en termes de thématiques et de titres le contrôle du corps des femmes dans les années 60. C'est un terme qui est fort. On pourrait naïvement se dire que on est dans les années 60, donc l'esclavage a disparu depuis plus de 100 ans, que les femmes ont le droit de vote, qu'elles sont libres de travailler, etc. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contrôle du corps des femmes ? Et je m'excuse si vous entendez du bruit, il y a des travaux juste au-dessus de mon appartement, donc je coupe mon micro de temps en temps. En fait, il y a vraiment un contrôle du corps des femmes, et il passe sous plein de modalités, mais ça, c'est toutes les politiques coloniales qu'il y a eu même avant les années 60 de contrôle et de suivi de la natalité. C'est-à-dire que la question de la question de la reproduction des populations en général, il y a un contrôle politique, il y a une règlement politique, il y a la question du contrôle racial, les politiques contre le métissage ou qui favorisent le métissage, ça c'est aussi du contrôle de la sexualité. Et puis il y a un contrôle des institutions de santé qui sont mis en place dans l'entre-deux-guerres, donc plutôt dans les années 20 à La Réunion. Elles étaient très attentives à comment les femmes, suivre les grossesses des femmes, suivre les questions d'allaitement, etc. Donc, en fait, les femmes et le corps des femmes a toujours été, et partout, dans les politiques, ça c'est pas un cas spécifique à La Réunion, un enjeu, parce que l'enjeu de la population, l'enjeu de la reproduction de la population, que ça soit pour des enjeux de main-d'œuvre ou que ce soit pour des enjeux de travail, etc., ça a toujours été, les politiques démographiques, c'est quelque chose qui est très important dans les États depuis au moins le 18e, 19e siècle. Et le cas français est significatif parce que la France s'est illustrée depuis le 19e siècle par une politique nataliste, avec cette idée qu'une France nombreuse, prolifique, c'est une France qui est plus puissante, qui va pouvoir assurer son expansion coloniale notamment, qui va avoir une force économique parce que beaucoup de main d'œuvre, et assurer l'expansion coloniale, c'est apporter des colons dans les colonies, etc., etc. Donc la question du nombre de la population est un enjeu très important en France. Mais qu'est-ce qui se passe à La Réunion dans les années 60, et ça commence un peu avant, c'est-à-dire qu'il y a un discours qui est mobilisé par une série d'acteurs, alors des acteurs politiques, des acteurs scientifiques, des acteurs institutionnels, qui vont considérer que finalement, à La Réunion, il y a une surpopulation, c'est-à-dire qu'il y a une population qui est superflue. Il y a trop. On est trop. On est trop. Et derrière, l'enjeu, c'est qu'il y a une politique économique qui se met en place à ce moment-là, qui produit le chômage de masse qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, les gens qui étaient déjà très pauvres sont encore plus paupérisés. Et c'est aussi un moment de contestation politique important parce qu'il y a un mouvement communiste anticolonial qui est très massif, très populaire. Et donc, les gens qui sont paupérisés sont enclins à contester, à rejoindre les organisations contestataires. Et ça produit des révoltes sociales. Et une manière de contrôler ces révoltes sociales, c'est de dire il y a trop de monde, en fait. Il y a cette surpopulation. Alors, ce motif de la surpopulation, il n'est pas spécifique à La Réunion. C'est-à-dire qu'il concerne, à l'époque, en gros, il cible le tiers-monde. On a, à ce moment-là, l'opposition nord-sud, l'opposition communiste. Exactement. C'est un contexte global des années post-45, qui est un contexte qui est effectivement marqué par la guerre froide, qui est marqué par les luttes de décolonisation. Et donc, la croissance des populations qui sont dites du tiers-monde, c'est regardé en Europe et en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord comme une menace économique et politique. Cette croissance démographique, elle est considérée comme, elle est
ça devient le facteur explicatif de la pauvreté. Voilà, si les gens sont pauvres, c'est parce qu'ils sont trop. C'est la surpopulation qui crée le sous-développement, et le sous-développement, c'est un facteur d'expansion du communisme, c'est un facteur d'expansion des révoltes anticoloniales. Donc, c'est comme ça que dans ce contexte global se mettent en place des programmes dits de développement, justement, qui sont élaborés à destination des populations qui sont catégorisées comme sous-développées. Donc, voilà, on veut nous développer. Et un Des le leviers. cœur et des leviers exactement du développement, de ces programmes de développement, c'est le contrôle des naissances. Ouais. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'en France, voilà, même problématique et même réponse entre les années 60 et 70 au nom du développement de la Réunion. Différents acteurs politiques, et notamment des acteurs, les sommets de l'État. On parle de Michel Debré, qui a été Premier ministre, qui s'est fait élire député à La Réunion par une élection notoirement frauduleuse. Mais c'est aussi des acteurs scientifiques, des démographes, comme Alfred Sauvy, qui est très très célèbre, des acteurs associatifs qui ont plaidé pour la limitation des naissances à La Réunion. Ouais. Et en faisant ça, ils ont mobilisé un cliché, une figure qui circule à l'époque, qui est la figure de la femme prolifique du tiers-monde. Et du coup, il y a eu une version réunionnaise de ce cliché qui est la femme prolifique du tiers-monde. Et en faisant des femmes qui sont racialisées de cette manière-là, une menace politique et économique. Donc c'est comme ça que le corps des femmes est devenu un focus de la politique qui s'est mise en place à La Réunion dans cette période. Quand aujourd'hui ou l'année dernière, je ne sais plus, on a Macron qui parlait de réarmer la France en bébé, on peut déjà parler du contrôle de corps des femmes, donc on peut se dire que dans les années 60-70, c'était vraiment pas dangereux ou compliqué pour eux de mettre en place des politiques, de mettre en place une politique d'oppression, de choix dans un sens du coup, on veut plus de bébés, c'est-à-dire pour les femmes de l'Hexagone, et dans l'autre sens, moins de bébés pour les femmes de l'Outre-mer. Alors, c'est intéressant tout ce que tu dis. Enfin, tu évoques le discours de Macron et de ce début d'année du réarmement démographique, et à la même période, il y a aussi ce discours d'État qui dit que à Mayotte il y a une surpopulation aussi, et où il y a une politique antinataliste qui est ouvertement défendue, et notamment par le directeur de l'ARS qui a proposé publiquement d'ouvrir, de faciliter les stérilisations des femmes. Donc c'est une problématique tout à fait actuelle. Et ce deux poids deux mesures, c'est-à-dire que cette contradiction apparente dans les années 60-70, en fait, elle n'est pas vécue comme une contradiction chez les acteurs. Il y a un cadre légal en France qui est le cadre légal d'une politique nataliste, c'est-à-dire que jusqu'en 74, ce qui est appelé la propagande antinataliste, elle est interdite en France. Eh bien, à La Réunion, elle est depuis les années 60 prise en charge et financée par les pouvoirs publics. Pour ce qui est de la délivrance et l'usage de contraceptifs, c'est interdit en France jusqu'en 1969, jusqu'au décret d'application de la loi Neuwirth. À La Réunion, la distribution et la délivrance de contraceptifs est financée par les pouvoirs publics dans la même période, à partir des années 60. L'avortement et à plus forte raison les stérilisations sont interdits en France. L'avortement est interdit jusqu'à la loi Veil en 75, et c'est massivement pratiqué à La Réunion, notamment en 1967 et 1970, où il y a des milliers de femmes qui subissent des avortements ou des stérilisations sans consentement. Il y a un film à ce sujet qui s'appelle Les 30 courageuses de Jarmila Buskova, qui avec les témoignages avec plein de témoins, et notamment une victime de l'époque. Donc il y a vraiment une politique antinataliste d'un côté à La Réunion et une politique nataliste en France. Pour les acteurs, par exemple pour Michel Debré, qui était donc député de La Réunion, mais qui est un acteur politique de premier plan, un acteur d'État de premier plan, il n'y a pas de contradiction, parce que pour lui, les enjeux et les populations sont différentes.
voilà, il y a un besoin d'accroître la population française et implicitement blanche, et il y a un besoin de limiter la croissance des populations non blanches. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé de démontrer à travers, voilà, ce que j'ai observé en tout cas à travers les archives, c'est que on a un prisme racial qui oriente la politique démographique française. C'est-à-dire qu'il y a du racisme qui oppose d'un côté la population française qui est considérée comme développée, voilà, qu'il faut continuer à faire fructifier. Donc voilà, en France, les féministes doivent se battre pour l'accès à la contraception, l'avortement, etc. Et la population réunionnaise qui est regardée comme sous-développée, alors sur le plan économique, mais aussi sur le plan moral et intellectuel. C'est-à-dire que on a une racialisation qui fait intervenir un vieux stéréotype colonial qui prétend que les populations qui sont dites tropicales sont sujettes à une sexualité déviante, incontrôlée et en l'occurrence coupable de la surpopulation. Donc on est vraiment vu dans les archives, par les médecins, par les acteurs institutionnels, comme non évolués, comme sous-développés, comme de bas niveau intellectuel. Là, j'utilise des termes que j'ai lus sous la plume des médecins. Et donc, il y a ce racisme qui oppose la population française et la population réunionnaise. Mais il y a aussi une hiérarchisation raciale qui est effectuée à l'intérieur de la population réunionnaise, et ça c'est quand même important de le mentionner. C'est-à-dire que quand on étudie les discours des administrateurs, des médecins qui sont impliqués dans la politique de limitation des naissances à La Réunion, on voit que les Réunionnais et les Réunionnaises blanches sont distingués de celles et ceux qui sont non blancs. Ces acteurs, ils ont une anxiété raciale, ils prétendent que si on met de la contraception, c'est la population blanche dite évoluée, c'est comme ça qu'ils en parlent, qui va utiliser la contraception pour limiter, pour contrôler le nombre d'enfants. Et ils vont dire que c'est ceux qui ont de bas niveau intellectuel, donc qui vont qui vont appeler non évolués, qui vont refuser de recourir à la contraception. Et donc ils s'inquiètent de dire oulala, attention, si on met la contraception, on va avoir, ça va donner, je cite, le grand remplacement, et ils appellent ça la suprématie des sous-développés. Ah oui. Okay. Ça, c'est un mot que j'ai trouvé aussi dans les archives. Donc, on a un prisme racial qui hiérarchise évolué et non évolué ou moins évolué, qui oriente l'action publique. Là, je cite, voilà, des préfets, des médecins, etc. Et ce prisme eugéniste, ce prisme racial, il va être déterminant dans la pratique des médecins. Concrètement, quand ils vont recevoir des femmes dans les centres de planning familial, les centres de l'AROF, l'Association réunionnaise pour l'orientation familiale, leur pratique va être différente en fonction de la catégorie. Exactement. On va revenir là-dessus un peu après. Je voudrais qu'on reste encore un petit peu sur le contexte. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi est-ce qu'à La Réunion, il y avait plus de natalité, une plus forte croissance de la population qu'en France? La croissance démographique à La Réunion, alors je suis pas démographe, etc., mais dans les grandes lignes, ça s'explique par des politiques de santé pour lesquels des mouvements sociaux et notamment féministes se sont battus très 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 férocement pour avoir le remboursement des soins, l'assistance médicale gratuite, donc pour pouvoir consulter des médecins, pour pouvoir soigner des enfants, pour pouvoir se soigner, pour avoir l'allocation familiale, pour avoir des salaires, pour pouvoir manger correctement. Enfin bref, il y a il y a des droits sociaux qui ont été conquis à partir de 45, j'y reviendrai sur ces luttes sociales et notamment féministes, il y a des droits sociaux qui ont été conquis, qui ont permis à un plus large nombre de Réunionnais, Réunionnaises d'avoir accès à des soins. Et en fait, l'accès aux soins a permis de réduire notamment la mortalité infantile qui était très 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 élevé dans les années 40-50, c'est-à-dire que il y a vraiment beaucoup d'enfants qui mouraient avant l'âge de 2 ans, et donc la baisse de cette mortalité infantile a mécaniquement
contribué D'accord. à une accélération de la croissance démographique qui jusque-là était très stagnante parce que on mourait à La Réunion en fait Ah, avant cette période. En gros, c'est l'accès aux soins qui explique le dynamisme de la croissance démographique. Mais cette croissance démographique, elle est perçue comme quelque chose de négatif parce que il y a tout ce prisme guerre froide, anticommuniste, enfin ce prisme colonial, etc. Et puis qu'il y a cette politique qui dit aussi qu'il y a plus besoin de main d'œuvre parce que il y a une réforme de l'économie sucrière, donc il y a plus besoin d'autant de main d'œuvre agricole. Toutes les industries sont complètement détruites. En fait, toute l'économie de production qui existait à La Réunion, donc il y a des choix politiques qui sont faits pour privilégier les importations, donc voilà, la oui. dépendance, etc., etc. Donc tout ça, c'est la création d'un chômage de masse. Et donc, cette croissance démographique, elle est regardée comme négative à ce moment-là, alors que 20 ans auparavant, dans les années 20-30, les politiques se plaignaient de « Ouh là là, il y a là de mortalité infantile, ça va pas du tout, on Ouais. n'a pas assez de main d'œuvre, qui c'est qui va aller récolter de sucre ?» Donc, vous voyez, c'est vraiment en fonction des objectifs politiques qu'on est regardé comme pas assez nombreux ou trop nombreux. Et là, on devient regardé comme trop nombreux parce que, en gros, ils ont plus besoin de nous dans les champs de canne à sucre. C'est tout simplement ça. Et à l'échelle de la population, donc ne prenons pas le point de vue de la nation qui pourrait avoir des besoins et donc besoin de réguler ou non la population. À l'échelle de la population, des Réunionnais, des Réunionnaises, est-ce que c'est un problème de vouloir réguler cette population? Dans les voix qui s'expriment, enfin en gros les principaux et principales opposantes à cette politique de réduction de la natalité, c'est dans les mouvements communistes qu'on les trouve. Du coup, la position du Parti communiste réunionnais dans les années 60, elle est très claire, c'est-à-dire qu'elle dit oui à l'accès des femmes à la contraception, c'est-à-dire oui, les femmes doivent pouvoir choisir le nombre d'enfants qu'elles désirent, mais pas dans un but de limitation de la population réunionnaise, qui est un but qui est regardé comme un but colonialiste. Oui, Et ça va être aussi et surtout la position des féministes réunionnaises, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui affirment très fort droit pour les réunionnaises d'avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent, c'est-à-dire qu'elles souhaitent maîtriser leur fécondité, elles souhaitent avoir les outils pour maîtriser leur fécondité. Elles ne souhaitent pas faire des enfants par obligation, mais voilà, oui. par choix. Donc elles souhaitent accéder à ce choix. Par contre, elles critiquent très fortement ce discours antinataliste qui est véhiculé et qui regarde les Réunionnaises comme prolifiques, qu'elles considèrent très insultants pour les Réunionnaises, qui sont dans la presse comparées à des lapines. Enfin, c'est vraiment des insultes racistes qui sont publiques, constantes, quotidiennes, en permanence. En fait, il y a une vraie différence entre donner les outils aux femmes de pouvoir décider de si elles veulent ou non des enfants et de décider pour les populations, pour les femmes, pour les individus, de si il faut que notre économie aille dans un sens, on veut des bébés, si notre économie doit aller dans l'autre sens, on n'en veut pas. C'est ça en fait toute la différence, c'est vraiment dans cette nuance. On peut pas juste dire que réguler la population c'est un problème oui non, c'est vraiment dans dans ce gris, dans le fait de donner la possibilité de consentement, donner l'éducation, donner les outils aux femmes, que s'exprime oui cette différence entre une politique et un choix. Exactement. Est-ce que ce sujet il touche aussi d'autres territoires que la Réunion? Oui, mais pas de la même manière. Dans les années 1960, en gros, les populations qui sont regardées comme trop nombreuses, c'est la population réunionnaise, la population martiniquaise et la population guadeloupéenne. Donc c'est voilà, on est dans les Outre-mer, donc voilà, dans les années 60, l'empire colonial s'est nettement rétréci autour de ce qui est appelé les confettis de l'empire, hein, les Outre-mer, et donc voilà, ce qui devient administré en tant qu'Outre-mer, voilà, à partir de 46. Et donc il y a ces trois populations de nos trois pays qui sont regardées comme trop nombreuses. En Guyane, il y a plutôt cette idée que il faudrait
plus de population pour pouvoir contrôler l'ensemble du territoire. Oui, le territoire est immense. Voilà, immense et pas c'est... complètement contrôlé Ouais, par l'administration française. C'est vraiment la d'accord. côte qui est contrôlée par l'administration française et il y a toujours cette idée très vieille du colonialisme, de peuplement. Le peuplement, ça sert à contrôler le territoire, ça sert à exploiter le territoire. Ils appellent ça mettre en valeur. Donc c'est l'exploitation, l'extractivisme, etc., etc. Bon, nous, nos territoires à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, ils ont servi de colonie à sucre. Donc c'est la canne à sucre principalement qui est l'économie coloniale. Et donc il y a ces réformes de l'économie agraire, il y a un changement de politique économique qui font que il y a cette production de chômage de masse et c'est dans nos 3 territoires que il y a des velléités antinatalistes qui s'expriment dans les sommets de l'État, dans les ministères, dans les rapports étatiques, dans les commissions, le plan, etc. Enfin bref, tous ces organes qui programment en gros des politiques. En Martinique et en Guadeloupe, en fait, la mise en œuvre de ces politiques va être très différente de la manière dont ça s'est fait à La Réunion. Il y a une historienne qui s'appelle Michèle Zancarini-Fournel qui a montré que les personnes qui sont impliquées dans les associations de planning familial, les médecins, les sages-femmes, etc., ce sont des Antillaises qui sont de gauche, qui sont plutôt liés au mouvement anticolonial, qui ne comptent pas obéir à l'injonction française étatique de réduire la population. C'est pas du tout comme ça qu'ils regardent leur travail, mais plutôt de donner accès à des femmes à des moyens de contrôler leur fécondité. Donc, en gros, il y a cette même politique au sommet de l'État, mais dans l'application, ça va être différent, en tout cas d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Ça va peut-être changer si on creuse un peu, mais d'après ce qu'on sait aujourd'hui, il n'y a pas eu de politique coercitive de la part des médecins sur les femmes. Ok, les relais locaux étaient différents Voilà, les relais dans les locaux, Antilles par rapport à La exactement. Réunion. Les relais locaux, c'était des gens qui étaient mobilisés dans des associations pour les droits des femmes. Et du coup, ce qui les intéressait, c'était le bien-être, on va dire, des Martiniquaises et des Guadeloupéennes. C'est pas du tout le cas à La Réunion. À La Réunion, l'association réunionnaise d'orientation familiale, elle est créée dans les années 60 dans les bureaux de la préfecture. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment créé par l'État. C'est des acteurs politiques, des notables, des gros blancs, des acteurs de l'industrie sucrière, etc. L'église aussi? L'Église aussi. Il y a une partie du clergé qui va se mobiliser explicitement pour la limitation des naissances. Et ces acteurs sont beaucoup aussi, alors il y a beaucoup aussi cette association, elle est créée par cet ensemble d'acteurs politiques de droite qui est très déterminé à combattre le mouvement communiste et le mouvement féministe communiste, qui est très déterminé à brider les luttes sociales et pour eux, un moyen, c'est de réduire la natalité. Donc, ils sont très engagés politiquement, ils sont très déter. Et ceux qui vont être les médecins des centres d'orientation familiale, c'est des médecins métropolitains. C'est-à-dire qui arrivent avec leurs clichés et leurs stéréotypes sur les Réunionnaises, qui ne vont absolument pas être démentis quand ils vont arriver, parce qu'ils vont être très, très encouragés à limiter la fécondité des Réunionnaises. Et donc, ceux qui vont interagir avec les consultantes sont vraiment dans des clichés très racistes. Voilà, ils nous regardent, je l'ai dit, comme sous-développés, comme de bas niveau intellectuel, comme ne comprenant rien, etc., etc. Donc, leur pratique, elle va être beaucoup plus coercitive, c'est-à-dire que Bien sûr. Le dominant, voilà, dominé. exactement. Du coup, ça, c'est aussi des hiérarchies entre médecins et consultantes qui va faciliter et permettre des gros abus. Et donc, qui va permettre justement de pratiquer sur les femmes des opérations, des actes médicaux sans leur consentement, sans les informer non plus des conséquences, etc., etc. Donc, c'est pour ça que dans la pratique, à La Réunion, il y a un usage, il y a des pratiques médicales coercitives qui se mettent en place.
Dans l'état actuel des connaissances, on va dire, soit c'est pas documenté pour la Martinique et la Guadeloupe, mais ça serait Ok, quand même pas étonnant qu'il y ait eu des pratiques coercitives parce que c'est bien quand même sûr. quelque chose qui est assez systémique dans les violences. Maintenant, on parle de violences obstétricales, gynécologiques, etc. Et on voit que c'est quand même quelque chose d'assez systémique dans les relations médecins consultantes. Mais en tout cas, dans les études, des rapports qui ont été faits des médecins, etc., il y a vraiment une distanciation par rapport à la volonté étatique de limiter la population. C'était pas le but des D'accord. médecins en Martinique et en Guadeloupe. Ouais. Donc, pour essayer de redire qui sont les relais locaux, on a deux grosses associations. Donc, l'association réunionnaise d'éducation populaire, Mmh. la REP ou Mmh mh. AREP, je ne sais pas Mmh. comment on dit. Et on a la ROF, l'association réunionnaise d'orientation familiale. La première est créée en 1963, la seconde en 1966. On sait que dans les années 60, du coup, on a un contexte politique à La Réunion qui est très tendu, avec l'arrivée de Michel Debré, avec l'ordonnance Debré qui envoie tous les opposants politiques en France pour justement casser cette Mmh. opposition communiste qui existe à La Réunion. Il y a, en lisant tes recherches, j'ai trouvé quelque chose d'assez étrange, c'est que j'ai vu, en fait, dans les rapports, il y a beaucoup de prêtres qui prennent la parole et qui expliquent pourquoi est-ce qu'il faut limiter la population réunionnaise. Et j'ai trouvé ça très étrange Mmh. que des catholiques qui, encore de nos jours, ne sont pas les plus grands fans de la contraception, soient à l'époque des alliés de la limitation des naissances. Mmh. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi est-ce que eux aussi ont été des relais locaux? Ah ouais, c'est a priori très paradoxal, hein, que des membres du clergé catholique se mobilisent pour la limitation des naissances à La Réunion. Eh bien, ce qui explique leur mobilisation, c'est que les notables à La Réunion, ils étaient catholiques. Les institutions catholiques, historiquement, elles sont très liées au colonialisme. Ouais, Donc ça, c'est un point qui n'a pas changé dans les années 60. Elles sont très liées, voilà, elles sont les alliées de l'industrie sucrière, d'assurer la docilité des travailleurs et travailleuses, de moralisation des enfin, il y a toute oui. cette entreprise de moralisation des travailleurs et Du temps de travailleuses. l'esclavage, ils travaillaient ensemble aussi sur le fait de faire changer de religion les esclaves. Exactement, exactement. Ils sont liés en fait aux dominants depuis peut-être le début de l'île. Exactement. Exactement. Enfin, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'Église a été une tête de pont du colonialisme. Et quand je parle de l'Église, je parle vraiment du clergé, hein. Je parle pas des croyants, Oui, croyantes, etc. Donc l'Église avait créé un grand E. voilà, l'Église, voilà, dans ses sommets. Et ce qui mobilise ces acteurs du clergé à l'époque, c'est l'anticommunisme. Ça aussi, c'est la grande chose qu'ils partagent heu, avec les notables, avec voilà, toutes les forces de droite, toutes les forces anticommunistes qui sont actives parce que pour eux, les communistes, c'est l'anticatholicisme. C'est-à-dire que on a une figure très diabolisée des communistes qui est véhiculée par l'Église. On a des excommunications de communistes qui sont très récurrentes à l'époque. Pas moi, ma grand-mère me disait que si elle disait que son mari était communiste, bah, du coup le curé n'aurait pas accepté de baptiser ses enfants. Du coup, il y avait une répression anticommuniste dont l'Église faisait partie. Et donc, le clergé s'est rallié aux autorités publiques, au pouvoir public, sur l'idée que, effectivement, il faut lutter contre le communisme. Et pour lutter contre le communisme, c'est important de mettre en place une politique de développement et de limiter la natalité. Mais le clergé ne va pas d'abord être favorable à la contraception hormonale. Parce que il y a voilà la voix du Vatican qui dit non, pas la contraception hormonale, donc il faut trouver autre chose, etc. Et donc il y a tout un mouvement catholique, mais qui est mondial, qui existe à l'époque, qui est de promouvoir la méthode des températures.
Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui consiste pour les femmes à contrôler la température et en fonction des variations de température corporelle, on peut identifier éventuellement, voilà, mais ça marche pas très 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 bien, hein, mais on peut éventuellement, l'idée c'est qu'on peut identifier les moments d'ovulation, donc des moments qui sont dangereux pour qui sont des moments de fécondité importants, et donc en contrôlant ces moments, on peut en gros planifier les rapports sexuels sur des périodes qui sont considérées pas à risque, voilà. Mais du coup, il y a des prêtres, et notamment à La Réunion, le prêtre Jean Dupuy-Baudet, qui est un des fondateurs de l'AREP. Donc l'AREP Éducation Populaire, hein, c'est une association d'éducation populaire, mais le premier objectif de cette association, ça va être de diffuser la méthode des températures et de demander des subventions qu'ils vont obtenir, parce Oui, que ils de sont toute façon, financés par voilà, le ils sont conseil. financés par le Conseil général qui va dire c'est super, c'est une entreprise d'éducation des Réunionnais, machin, donc on prend. Et effectivement, ce qui va être normalisé à travers ce travail, c'est l'idée que une bonne famille, une famille normale, c'est une famille avec 2, 3 enfants, 4 maximum. Enfin voilà, il y a des normes aussi en termes de taille de famille qui vont s'imposer à travers cette entreprise de moralisation des températures. Mais donc les pouvoirs publics, ils vont voir d'un bon œil ces initiatives des catholiques, parce que du coup, ça permet de rallier les catholiques à la cause de Oui, la limitation des mmh. naissances. Des Mais gens ils du vont se dire terrain qui aussi, sont là pour faire le travail, de fond. exactement, exactement, hein, c'est les prêtres qui vont aller dans les champs de canne, sur les propriétés des gros blancs, qui vont réunir les travailleurs, qui vont distribuer des thermomètres. Enfin, c'est quand même quelque chose. Et donc, ils vont populariser l'idée qu'il faut réduire la natalité, qu'il faut faire moins d'enfants, etc. Donc, les autorités vont regarder ça d'un très bon œil, mais vont se dire ouais, mais là, c'est pas suffisant. Là, c'est OK. pas suffisant parce que OK, c'est bien sympa cette méthode des températures, machin, mais ça va pas assez vite. Et puis d'abord, voilà, tous les Réunionnais qui sont considérés comme de bas niveau intellectuel, il faut des méthodes plus sûres, d'après ce qu'ils disent, et qui demandent, voilà, Ils sont pas capables voilà, on n'est pas capable de gérer la méthode des c'est températures. ça, on n'est pas capable de lire un thermomètre. OK. Et donc c'est vraiment ça, voilà, dans les administrateurs qui va se diffuser. Et donc il y a cette association, donc la ROF, qui va être créée et dont le but explicite, c'est de diffuser des contraceptifs dans les contraceptifs qui existent à La Réunion. Et ça, on est vraiment dans l'illégalité la plus totale, hein. Et ils le savent, Oui. c'est-à-dire qu'ils le disent dans leur rapport. Ils disent bah oui, mais comment on va faire, etc. Ah bah justement, on crée une association. Donc ça, c'est un petit peu plus discret. Il y en a qui vont faire des enquêtes dans les plannings familiaux en France, qui agissent aussi de manière dérogatoire, mais là, les plannings familiaux, c'est plutôt des féministes, voilà, c'est un autre but, etc. Mais qui vont voir quels contraceptifs sont prescrits, comment, etc. Et qui donc vont, dans leur rapport, rapporter tout ce savoir à La Réunion en disant, bah voilà comment on peut faire, on fait des petits centres de planning, on accueille les Ouais. femmes, on leur dit c'est super, vous allez limiter votre natalité, et hop, on leur Une fourgue vraie méthodologie des qui est mise en contraceptifs. place. Exactement. Et en fait, ces pratiques vont être d'entrée de jeu très très violentes. C'est-à-dire qu'au moment où les premiers centres d'orientation familiale ouvrent, il y en a plusieurs qui ouvrent en 66-67, la plupart des femmes, c'est-à-dire que le contraceptif qui est majoritairement prescrit par les médecins, c'est le stérilet. Il faut savoir que le stérilet, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. La pose d'un stérilet, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux, surtout si le médecin est pas précautionneux. Si c'est pas réalisé dans des bonnes conditions médicales, d'hygiène, etc., ça provoque des infections, ça peut provoquer des choses très très graves. Ça a des effets secondaires, ça peut avoir des effets secondaires, etc. Donc c'est vraiment pas du tout quelque chose de léger, le stérilet. Mais les médecins privilégient d'abord ce contraceptif, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de femmes qui vont consulter pour la première fois le centre de planning familial, elles ressortent avec un stérilet. Donc, Ah ouais. on peut imaginer la violence de pose de stérilet à la chaîne sur des femmes qui sont regardées, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, non évoluées, de bas niveau intellectuel, on leur explique rien, allongez-vous, etc. Donc, c'est extrêmement violent. Évidemment, les femmes se sont plaintes parce que de la Ouais. douleur, des stérilés qui étaient certainement mal posés, des infections qui ont suivi, etc., etc. Et puis, est-ce qu'elles savaient que c'était un contraceptif? On ne sait pas. Ouais. Est-ce qu'elles étaient au courant que ça allait leur empêcher d'avoir des enfants si elles voulaient avoir des enfants? Ça, on ne le sait pas.
Est-ce que Heu, le stérilet, c'est ce qu'ils appellent le dispositif intra-utérin, exactement, DIU? Ok. exactement, c'est ça. Il y a notamment, du coup, j'ai lu une citation du docteur Luneau qui admet que les DIU ont entraîné de nombreux troubles douloureux, inflammatoires et infectieux de la sphère génitale, mais il met cela sur le compte de cette population où l'hygiène est le plus souvent rudimentaire. Ouais. Donc, si les femmes ont mal, c'est de leur faute parce qu'elles ne savent pas s'occuper d'elles ensuite, quoi. Ouais, alors que vraiment les effets du stérilet, c'est la pose du stérilet, c'est-à-dire c'est la Hmm. responsabilité des médecins. L'hygiène, c'est la responsabilité des médecins. Enfin, quand on va se soigner pour une quelconque acte médical, enfin voilà, tout doit être stérilisé. Et là, effectivement, on a ce prisme raciste de ce docteur Luneau. Je crois que c'est sa thèse que je cite ou un de ses rapports, je sais plus, qui nous dit que, bah, en fait, s'il y a des inflammations, s'il y a des effets secondaires, s'il y a des infections, si elles ont mal, c'est de leur faute. Ouais, Donc on voit le mépris absolu et ouais. la violence médicale qui s'exprime à travers ces propos. Et le Et choix de cette méthode, Laroff dit que c'est une méthode passive demandant un acte unique et une collaboration minimale. Donc voilà, on est vraiment dans une volonté de rentabilité de la contraception. Comment est-ce qu'on peut être le plus efficace en demandant le moins l'avis à la personne concernée et en réglant de manière définitive le problème exactement. de surpopulation. Exactement. Et c'est super que tu soulignes cette citation parce qu'il dit aussi méthode passive. C'est-à-dire que en gros, les femmes ne doivent pas être actrices de leur contraception. C'est les médecins qui ont le pouvoir sur leur corps. Hein, là, on parle de contrôle du corps et c'est littéral. Ouais, C'est-à-dire, la méthode passive, c'est ce qui est considéré comme une méthode où les femmes n'ont pas à intervenir. C'est les médecins qui font tout et elles deviennent stériles et c'est l'acte des médecins. C'est pas la responsabilité des femmes. Contrairement à la pilule, c'est-à-dire qu'il parle de méthode passive oui, parce que la et pilule, en elle existe. opposition à la pilule. Bien sûr que la pilule existe et c'est principalement ce qui est prescrit en France dans les centres de planning Ouais. familial, et ils le savent, parce qu'ils considèrent que les réunionnaises sont incapables de suivre la posologie de la pilule. C'est-à-dire qu'ils disent, elles vont oublier, elles vont pas y penser, elles vont faire n'importe quoi. Si on leur donne des comprimés, un comprimé à prendre tous les jours, elles vont faire n'importe quoi. Et c'est vraiment ce discours-là. Il y a vraiment un discours anti-pilule chez les médecins et on voit que, en fait, la pilule, c'est pas le contraceptif qu'ils prescrivent majoritairement et on peut supposer avec les tableaux statistiques qu'ils font, c'est qu'ils réservent la pilule plutôt pour des réunionnaises qui catégorisent comme métropolitaines ou blanches Ok. et Ok. qui réservent ou éduquées et qui réservent les méthodes qu'ils appellent les méthodes passives pour les réunionnaises non blanches en fait. Il y a vraiment ce prisme racial et ce prisme de classe qui est très important. Je me rappelle de ma mémé qui m'a dit que après l'accouchement de son septième enfant, le médecin avait fermé le robinet. Donc Mmh. elle avait formulé avec ses mots le fait que ben ça y est en fait probablement ce DIU avait été mis en place pour elle. Et dans la façon dont elle me le disait, elle n'avait pas eu le choix. Enfin, Mmh. c'est le médecin qui a décidé, donc c'est vraiment le dominant Mmh. qui fait le choix Mmh mh. pour elle. Alors c'est peut-être le DIU, mais il peut aussi s'agir de stérilisation parce que ça D'accord, se ah oui. pratiquait aussi. En fait, c'était enfin, pendant l'accouchement, je pense que le mec, le médecin, il a Ouais. décidé de bon bah c'est bon, elle en a eu 7, c'est assez, stop quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est voilà, les pratiques de ligature des trompes, c'est quelque Ok, chose qui est pas ouais, du peut-être tout que c'était ça rare alors. à ce moment-là. Hmm. Justement, pour parler tu montrais la différence de traitement entre les femmes blanches réunionnaises et les femmes non blanches. Dans tes recherches, tu nous parles d'une affiche qui montre donc une femme noire enceinte entourée d'une dizaine d'enfants avec le texte écrit assez, Mmh. c'est Mmh. assez, Mmh. trop d'enfants. Comment est-ce que concrètement les discours ont pu être ciblés sur une population plus pauvre et donc non blanche? En fait, bah, la population pauvre et non blanche, c'est la majorité de la population à La Réunion et c'est toujours le Ouais. cas. Donc en fait, eux, ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'ils ont appelé eux-mêmes une propagande intensive.
La propagande intensive, ça veut dire plusieurs émissions radiophoniques par jour, parce que les gens écoutaient beaucoup la radio, l'ORTF. C'est aussi des affiches, alors dont celle-ci, apposées dans toutes les communes, qui sont aussi à l'arrière des abris de bus, qui sont aussi, à l'époque, il y avait beaucoup les taxis, donc à l'arrière des taxis. Donc il y a vraiment dans l'espace public, à la radio, dans les journaux, des affiches, des feuillets, c'est aussi des prospectus qui sont joints aux feuilles de sécurité sociale, qui sont joints aux papiers qu'on reçoit au moment du mariage, etc. Donc il y a un tas de prospectus qui font de la publicité pour les centres de planification familiale, qui font de la publicité pour faites moins d'enfants, et qui promeuvent cette idée que faire plus de 3, 4, 5 enfants, c'est être pas civilisé, c'est être des familles défaillantes en fait. Et c'est aussi culpabiliser les gens de dire si vous êtes pauvre, c'est parce que vous avez trop d'enfants. C'est pas parce qu'on a supprimé des industries, qu'on a foutu en l'air toute l'économie qui existait, que vous êtes né dans une famille pauvre et que c'est quasiment impossible de sortir de sa condition. Qu'on vous déloge, vous pouvez plus rien planter, etc. C'est pas ça les causes de la pauvreté. Les pauvretés, c'est parce que vous faites trop d'enfants. Donc il y a c'est marrant ça, parce que du coup ils responsabilisent sur le fait d'être pauvre, mais les gens sont pas assez responsables pour décider de s'ils veulent ou non avoir des enfants. Exactement. Et ils sont pas assez responsables pour prendre une pilule, voilà. Oui. Donc voilà, on est vraiment et le mot irresponsable, l'irresponsabilité réunionnaise, c'est vraiment un mot qui revient tout le temps dans les rapports, dans les correspondances, dans les comptes rendus du conseil départemental. En fait, vraiment, c'est l'irresponsabilité des Réunionnais. Donc on est irresponsable, voilà. Et donc ils s'occupent de prendre les décisions à notre place et de nous expliquer ce qu'on doit faire, évidemment. Ouais. Et c'est vraiment cette politique-là. Il y a vraiment un matraquage médiatique qui est phénoménal. Et aussi dans le film dont je parlais tout à l'heure, là, les 30 courageuses, qui sont le film de Jarmila Buskova qui restitue l'affaire de la clinique de Saint-Benoît, donc l'affaire des stérilisations et avortements forcés. Et dans le film, elle recourt à des images d'archives de l'INA, c'est-à-dire aussi les spots publicitaires qui étaient télévisés, qui étaient diffusés à l'époque. Et moi, pourtant, je connaissais cette histoire en ayant travaillé dessus. Mais par exemple, à un moment donné, on voit des femmes réunionnaises enceintes. Alors, je sais pas si c'est à la sortie d'un dispensaire, d'un hôpital, etc. Et la musique, c'est la marche funèbre. Wow. Et c'est d'une violence inouïe. Enfin voilà, de voir ces femmes, de voir leur grossesse et de voir d'entendre cette musique de la marche funèbre, comme si on allait plonger le pays dans l'abîme. Enfin c'est vraiment. En fait, il n'y a pas de honte. Les acteurs s'expriment très librement. Ils ont la couverture de l'État, même s'ils sont dans des pratiques illégales. Ils sont complètement couverts par les autorités étatiques. Et même sur l'histoire des avortements et des stérilisations forcées pour lesquelles donc ces 30 courageuses, ces 30 réunionnaises ont porté plainte, les principaux responsables ont été couverts en fait. Okay. Et un de ces responsables, il est membre de l'AROF, de l'association réunionnaise d'orientation familiale. Il est aussi médecin, tu as son nom? Oui, c'est le docteur Moreau. D'accord. Voilà. OK. Justement, face aux protestations suite aux douleurs inflammatoires des postes de stérilé, les médecins vont du coup s'orienter vers une autre solution qui est le dépôt Provera. Qu'est-ce que c'est ? Alors le dépôt Provera, effectivement, c'est le principal contraceptif qui a été imposé aux Réunionnaises à partir de 1969. Et les Réunionnaises l'ont appelé la piqûre. Parce que c'est un contraceptif hormonal injectable qui donc une piqûre qui procède par injection et qui provoque une couverture contraceptive pendant 3 à 6 mois, même plus, souvent plus, mais voilà, c'est considéré comme sûr pendant au moins 3 mois. Et donc c'est une dose hormonale qui est une dose énorme. La pilule, on prend tous les jours, machin. Là, pour avoir une couverture contraceptive pendant 3 à 6 mois, voire 1 an, voire des fois 2 ans, ça veut dire que la dose hormonale, elle est énorme. C'est un contraceptif qui est alors
pas autorisé en France. Il est absolument interdit parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de mise sur le marché. C'est un contraceptif qui a été produit par une firme américaine qui s'appelle Upjohn à l'époque, au début des années 60, qui a été testé au Brésil, à Porto Rico, au Chili et aux États-Unis, où il a été administré à des milliers de femmes africaines-américaines dans un Ok, sur les hôpital à populations Atlanta. noires. Exactement. Et à leur insu, parce que c'est comme ça que la firme a fait ses expérimentations. Et donc, elle a demandé à la Food and Drug Administration, donc la Fédération américaine du médicament, l'autorisation de mise sur le marché à l'issue de ces tests. Mais cette fédération, elle a refusé de lui attribuer la licence parce que l'innocuité du produit n'avait pas été correctement évaluée, notamment sans le consentement des femmes. Bon, voilà. Donc, en fait, le statut officiel de ce contraceptif, c'était un contraceptif expérimental. Donc, il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché. Par conséquent, il était aussi non autorisé en France, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autorisation de commercialiser le Depo-Provera et donc de l'acheter en France. Et pourtant, ce contraceptif a circulé. Pourquoi ? Ses principaux clients, les principaux clients de la firme Upjohn, c'était le Fonds des Nations Unies pour la population et surtout la Fédération internationale du planning familial. La Fédération internationale du planning familial qui était complètement une actrice des programmes de développement dans les pays du tiers-monde. Donc, en gros, elle achetait à la firme Upjohn des tonnes et des tonnes et des tonnes de Depo-Provera pour ces programmes de développement dans les pays du tiers-monde où les populations étaient regardées comme sous-développées, donc incapables de prendre la pilule. Et bon, bah voilà, juste une petite piqûre tous les 3 mois, bah, ça faisait l'affaire C'est réglé. pour pouvoir limiter la croissance démographique dans les pays du tiers-monde et provoquer le développement, voilà. C'est ce qui s'est passé à La Réunion. C'est-à-dire qu'en France, le contraceptif était absolument pas Interdit. autorisé, Ouais. même s'il circulait, je pourrais y revenir. Et les médecins à La Réunion, avec le soutien des autorités publiques, ont commandé le Depo-Provera à la Fédération internationale du planning familial, qui avait une antenne au Kenya. J'ai retrouvé les correspondances. Et donc, le Depo-Provera est arrivé à la Réunion, couvert par les pouvoirs publics, en 1969. Et là, les médecins se sont dit, c'est génial, c'est une méthode passive, c'est juste une piqûre, donc ça leur prend beaucoup moins de temps que de poser un stérilet. Donc ça, ils peuvent faire ça à la chaîne. Et Ils peuvent même déléguer, j'imagine, auprès de personnes qui sont pas forcément médecins. Exactement. Et donc, ça a été vraiment le principal contraceptif produit à La Réunion, prescrit à La Réunion, à des femmes qui étaient complètement, évidemment, pas informées des effets. Pas informées, que c'était un contraceptif expérimental, des effets secondaires qui étaient très lourds, qui va sur des trucs de santé très graves, mais qui peut aller juste sur des hémorragies, des prises de poids énormes, provoquer des dépressions très sévères, etc., etc. Donc il y a toute une gamme d'effets secondaires qui sont voilà, c'est très mauvais pour les os. Enfin voilà, on sait maintenant que vraiment il y a des effets secondaires qui sont très 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 lourds. Et à l'époque, du coup, c'est entre 1969 et 1976. Alors des chiffres de la ROF que j'ai recueillis, c'est-à-dire c'est vraiment les chiffres officiels des médecins, c'est 7000 femmes qui ont été placées sous cette couverture contraceptive-là, sous ce contraceptif expérimental. Donc, et c'est dans ce contexte, c'est face à cette adversité, face à cette oppression, qu'on a un mouvement féministe en particulier, l'Union des femmes de La Réunion, qui est créé avant toute cette politique, donc qui est créée en 1946 et qui va se dresser face à cette politique. Tu peux nous parler un peu de ce mouvement et de ce qu'il a réussi à faire ? Alors, peut-être je reviendrai plus en détail sur la création du mouvement tout à l'heure, mais effectivement, dans les années 60, il y a un mouvement féministe qui est très important, qui est l'Union des femmes de La Réunion, qui a été créée en 1946, qui réunit principalement, parmi les cadres, les dirigeantes, c'est des militantes communistes, donc c'est aussi c'est une organisation qui est très liée au Parti communiste réunionnais, mais qui va développer son propre agenda
qui va rejoindre les principales revendications du Parti communiste réunionnais, mais qui va porter de manière spécifique la question du droit des femmes, la question des droits sociaux pour les femmes à La Réunion, la question de l'éducation des enfants, etc. La question enfin voilà, il y a plein de questions, la question du droit de vote, la question Il y avait du boulot. il y avait vraiment plein de choses dont elles se sont emparées et notamment cette politique de contrôle des naissances. L'Union des femmes de La Réunion, dans les années 70, elles ont un journal qui s'appelle Eva, du nom de notre Anchin et Eva. et voilà, exactement, notre héroïne marronne. Et donc elles vont vraiment puiser un héritage dans le marronnage, elles vont sortir ce journal. Et dans ce journal, du coup, j'ai trouvé plein de choses de leur mobilisation contre cette politique antinataliste et en particulier la campagne qu'elles ont menée à partir des années 75, 76, 77 sur le dépôt Provera. Donc elles, leur position, elle est claire. Alors je cite voilà une phrase qui est dans le numéro, un des premiers numéros de leur journal, Eva: liberté totale pour les femmes d'être libres de leur destin et d'avoir le nombre d'enfants désirés. Mais ceci ne doit pas être au détriment de la santé des femmes, ni dans un but colonialiste de réduction de la population réunionnaise. Donc voilà, elles se battent contre ce discours antinataliste, elles se mobilisent pour l'accès des femmes à la contraception, mais pas au détriment de leur santé. Et dans les réunions, enfin, elles font beaucoup des réunions de quartier. C'est une association qui réunit vraiment des milliers de femmes. Dans les années 70, leurs assemblées générales, il y a 1000 délégués. Et les délégués, c'est les femmes qui sont envoyées de leur quartier. C'est pas toutes les adhérentes qui viennent aux assemblées générales. Mais elle est vraiment très, très puissante et très, très massive. Et c'est évidemment l'écrasante majorité des adhérentes, c'est des femmes des quartiers populaires, non blanches, etc. Et donc, elles racontent dans leurs réunions de quartier leurs expériences en matière de sexualité, de contraception. Elles racontent leur aspiration à maîtriser leur fécondité, mais elles se plaignent évidemment du traitement qu'elles reçoivent dans les centres de planification familiale qu'elles fréquentent. C'est comme ça qu'elles se disent, voilà, on m'a traité comme ça, on m'a traité comme ça. Et donc, dans le journal Eva, les militantes, elles dénoncent les abus. Elle dit: nous demandons que les femmes ne soient pas traitées comme des cobayes. Et elles alertent les lectrices sur les effets du dépôt Provera. Et donc c'est comme ça que finalement elles entreprennent de mener une campagne contre l'imposition de ce contraceptif en dénonçant le fait que c'est un contraceptif expérimental qui n'est pas autorisé en France et qui est principalement administré à des femmes non blanches des États-Unis et plus largement à des femmes des pays dits du tiers-monde qui sont considérés comme sous-développés. Donc ça, c'est une campagne qu'elles vont mener, et pour ça elles s'inscrivent dans une campagne internationale parce que c'est un mouvement féministe américain qui a lancé cette campagne contre le dépôt Provera en 1974, un mouvement qui s'appelle le National Women's Health Network, et qui rend public son caractère expérimental, qui dénonce sa dangerosité et qui montre les objectifs racistes en fait de l'usage de ce contraceptif. Les militantes réunionnaises, elles ont pas de contact direct avec ce mouvement américain, mais par contre, comme la campagne est lancée à un niveau international, il y a beaucoup de choses dans la presse internationale, et donc elles apprennent cette campagne par la presse internationale, et donc elles vont la relayer dans leur journal, et à travers le Parti communiste réunionnais, qui va aussi relayer ça dans témoignages, et qui va aussi, du coup, commencer à dénoncer publiquement le fait que en fait on administre un contraceptif expérimental et dangereux aux Réunionnaises. Et les Réunionnaises, elles vont aussi directement interpeller la ministre française de la Santé. Alors il faut savoir que la ministre française de la Santé à l'époque, c'est Simone Veil. C'est-à-dire c'est cette actrice politique célèbre qui a été érigée en icône féministe pour avoir légalisé précisément en 75 l'avortement en France. Eh bien Simone Veil, qu'est-ce qu'elle répond aux Réunionnaises? Elle dit: non, je vous assure, c'est tout à fait légal, c'est pas il est tout à fait autorisé en France. Ce qui est faux, c'est-à-dire qu'en fait Simone Veil, ce qu'elle a fait avec l'impulsion du ministère des Outre-mer, c'est qu'elle a couvert les pratiques des médecins. Okay.
Et du coup, les acteurs publics commencent à être très embarrassés parce que du coup, il y a quand même beaucoup de Réunionnais, même qui sont pas des femmes, etc., mais dans les différents journaux, qui vont commencer à se demander, Ouais, mais est-ce que vraiment c'est un statut ça commence à faire du expérimental, bruit. etc. Ça a commencé à faire du bruit. Ça a créé vraiment un débat public, si bien que moi j'ai retrouvé des archives de l'entreprise Upjohn, hein, de ses services à La Réunion, qui dit ouh là là, il va falloir contenir la polémique, ben on va faire venir tel spécialiste qui va nous expliquer que non, c'est intéressant, Waouh, oh, purée. c'est autorisé en Le France. Enfin, lobbying il y a fort tout un, fort. voilà, il y a une propagande qui est mise en place pour défendre ce contraceptif en disant qu'il est prescrit en France. Et moi, j'ai retrouvé des lettres, des correspondances dans les archives administratives que j'ai consultées. Il y a eu une médecin des services sociaux de la DAS qui écrit à des confrères français pour leur demander s'ils prescrivent le Depo-Provera. Enfin, elle veut se renseigner, elle veut tirer un peu au clair cette affaire. Du coup, elle demande à plusieurs médecins est-ce que vous prescrivez le Depo-Provera. Et les médecins lui Mhm. répondent unanimement. Enfin, j'ai lu leur lettre en disant mais non, c'est un contraceptif qui est beaucoup trop puissant. On ne le prescrit qu'aux femmes internées dans les hôpitaux psychiatriques. Donc en fait, ce contraceptif circulait, voire circule encore en France, j'en ai quelques traces, mais il est destiné aux femmes qui sont internées dans des hôpitaux psychiatriques. Donc voilà, c'est révélateur du fait que ce Bien sûr. contraceptif, il est prescrit à des catégories de population qui sont considérées comme indésirables, Ouais, dont la ouais, reproduction est considérée comme indésirable. ok. Donc voilà, mais en tout cas ça fait du bruit parce que voilà le fait que le Depo-Provera c'est quelque chose qui est largement connu à l'époque, on appelle ça la piqûre, c'est dans le langage courant en Ouais, créole, hein, c'est la piqûre. Et il y a ce doute, il y a cette polémique, est-ce que c'est expérimental? Il y a une députée communiste qui va poser la question à l'Assemblée nationale en disant vraiment voilà laissez pratiquer à la Réunion, etc. Donc ça fait du bruit. Donc, le préfet, à un moment donné, j'ai retrouvé ses correspondances, il commence à être un peu embarrassé en disant ouais, peut-être qu'il faudrait quand même limiter un peu les prescriptions de Depo-Provera. Mais les médecins, à ce moment-là, alors là, ils sont furieux quand le préfet commence à retourner un peu sa veste. Ils sont complètement furieux. Ils font une pétition en disant c'est scandaleux, le Depo-Provera, il nous en faut. Les Réunionnaises, c'est un besoin pour la Réunion, c'est un besoin vital pour la Réunion étant donné la surpopulation. Sans nous, sans le Depo-Provera, on ne pourra plus rien faire, ça va mener à la catastrophe, etc. Donc, ils se mobilisent pour continuer à pouvoir prescrire le Depo-Provera. Alors, est-ce que la campagne des féministes réunionnaises est restée sans effet? Eh ben, pas tant que ça. Finalement, ça a eu quand même un impact parce que ça a embarrassé les autorités et finalement, ça a aussi, j'ai pu le constater, contraint les médecins à transformer leurs pratiques. Parce que j'ai constaté qu'à la fin des années 70, d'abord les statistiques racialisées disparaissent de leur rapport et surtout les prescriptions de Depo-Provera sont marginalisées, c'est-à-dire qu'ils le ok. prescrivent de moins en moins. Donc on peut supposer que les médecins étaient moins encouragés par les pouvoirs publics. Du coup, ils étaient moins chauds pour prescrire ce contraceptif. Mais on peut Ouais, surtout supposer que les Réunionnaises, elles étaient beaucoup plus informées, du coup. Parce que là, le statut expérimental du contraceptif était devenu public, que les féministes réunionnaises ont mené une campagne sur les effets secondaires de ce contraceptif. Donc, elles ont été beaucoup plus capables de s'opposer face aux médecins en disant « Ah non, moi je veux pas de cette piqûre ». ouais, Et elle savait donc les risques encourus. Donc, il y a eu quand même un effet. Il y a eu vraiment une marginalisation à partir de la fin des années 70. C'est la pilule qui devient le contraceptif majoritairement prescrit dans les centres de planning familial. Mais le Depo-Provera n'a pas pour autant disparu à ce moment-là. J'ai retrouvé des rapports de 1986 qui montrent que c'est encore 6% des prescriptions contraceptives dans les centres de planning familial. Et j'ai regardé, c'était qui les Réunionnaises ciblées? Eh ben, c'est les Réunionnaises qui habitaient à Mafat. ah oui, Voilà, ok. Celle qui était le plus coupée de voilà, le plus coupé l'information. de l'information et qui était aussi considérée comme très indésirable, hein, les populations pauvres de D'accord. Mafat, etc. Donc on voit qu'il y a la persistance d'un prisme qui est un prisme Mm. racial et qui vraiment encadre le contrôle de la fécondité à La Réunion. Mais on voit aussi que la mobilisation féministe, elle a Oui. porté. Eh ben, merci beaucoup, Myriam, de nous avoir partagé tout ça. On a appris beaucoup de choses, je pense.
Est-ce que tu as un dernier petit mot de conclusion sur le thème du contrôle du corps des femmes réunionnaises? Est-ce que tu as un dernier mot là-dessus? Je pense que la question du contrôle du corps des femmes, c'est quelque chose qui s'applique de manière générale et que voilà, il y a un certain nombre de droits, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la justice reproductive, c'est-à-dire voilà le droit pour les femmes de faire le nombre d'enfants qu'elles désirent, si elles en désirent, et que cette question, elle est toujours d'actualité en termes politiques. Tu évoquais tout à l'heure le discours de l'année dernière de Macron de réarmement démographique. Il y a aujourd'hui une politique antinataliste qui est aussi soutenue par les pouvoirs publics à Mayotte. Donc cette question des différences qui sont faites entre les femmes, qui passent par des lignes qui sont les lignes des rapports sociaux de domination du colonialisme, des lignes du racisme, des lignes des rapports de classe, des rapports et du sexisme. Et voilà, tout ça c'est toujours d'actualité, c'est des choses sur lesquelles forcément, les féministes doivent être mobilisées, mais pas en regardant par le petit bout de la lorgnette, en regardant que le droit et l'accès à la contraception, mais aussi en regardant toutes les femmes qui sont forcées ou qui sont découragées de faire qui sont forcées d'avorter ou qui sont stérilisées ou qui sont découragées de faire des enfants par des politiques racistes en fait. Ça, c'est d'actualité, malheureusement. Eh ben, je te remercie de porter ce propos à notre micro aujourd'hui, d'avoir fait tout ce travail de recherche et on a cru comprendre qu'il y en avait d'autres potentiellement à venir. J'espère. Ouais, j'espère. On va conclure du coup tranquillement notre interview par nos petites questions de fin. Premièrement, est-ce que tu as un Réunionnais ou une Réunionnaise à nous faire connaître et qu'on devrait tous et toutes connaître? La personne à laquelle j'ai pensé, c'est Clélie Gamaleya, qui était l'une des dirigeantes de l'Union des femmes de La Réunion, qui est née à Saint-Paul à la fin des années 20, je crois que c'était en 1927, qui était professeure de lettres classiques, qui s'est engagée dans l'Union des femmes de La Réunion à partir des années 1950. Donc elle était présente à cette fameuse AG de 1958 qui donne cette orientation anticoloniale à l'Union des femmes de La Réunion. Et pour moi, elle a été très importante parce que c'est la Réunionnaise qui a publié le premier livre sur l'histoire de l'émancipation des Réunionnaises. C'est Filles d'Eva, 3 siècles de vie des femmes de La Réunion. Alors, il a été publié en livre en 1991, mais il est paru sous forme d'épisode dans Témoignages à la fin des années 80. Clélie Gamaleya était aussi une des rédactrices du journal dont je vous ai parlé, du journal de l'UFR, Eva. Donc voilà, c'est Filles d'Eva, le livre. Et pour moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à rechercher sur l'histoire des luttes d'émancipation féministe à La Réunion, c'est le seul livre c'est le premier et seul livre que j'ai trouvé. Et pour moi, ça a été un livre de transmission qui a été très important. Et Clélie Gamaleya, c'est vraiment une figure très importante. Elle a fait plein de choses. Enfin, elle a été une des victimes de l'ordonnance de Bray, c'est-à-dire qu'elle a été expulsée. Oui. Elle a été considérée comme une opposante politique et à juste titre. Mais elle a subi le même sort que Nelly Barré, notamment, une autre militante de l'Union des femmes de La Réunion, en étant exilée en France. Elle s'est mobilisée contre l'ordonnance de Bray. Clélie Gamaleya, elle a été du coup affectée comme prof dans un lycée à Noisy-le-Sec, dans lequel j'ai aussi travaillé. Je savais pas qu'elle... Wow. Et contre l'ordonnance de Bray, dont elle était victime, c'est elle qui a entamé une grève de la faim à Noisy-le-Sec à ce moment-là, c'était en 70 ou 71. Ça a été une militante de premier plan aussi. Elle est allée dans plein de congrès internationaux, notamment le congrès de la Fédération internationale démocratique des femmes, qui s'est tenu à Moscou en 1963, où elle va porter la cause des Réunionnaises devant des centaines de délégués qui viennent du monde entier. Incroyable. Et beaucoup du continent africain, d'Asie, enfin de tous les pays qui sont en lutte pour la décolonisation. Elle va porter la voix des Réunionnaises, elle va dénoncer tout le colonialisme français en place à La Réunion. Pour moi, c'est une figure féministe réunionnaise très importante. Donc et voilà, et je vais publier quelque chose sur elle, un petit article qui restitue justement son intervention au congrès de 1963, son militantisme internationaliste, parce qu'elle était aussi une militante internationaliste. À ce sujet, justement, on a fait, ça remonte maintenant à quelques années, un épisode où j'ai interviewé Danielle Barré, qui est la fille de Nelly Barré,
et qui raconte du coup comment est-ce que elle a vécu l'ordonnance de Bray, le fait donc que des personnes opposées à Michel Debré et qui travaillaient dans la fonction publique ont été envoyées en France. Donc on raconte toute cette histoire et on parle du coup beaucoup plus de Boris Gamaleya que de Clélie. Mais si nos auditeurs et auditrices ont envie de connaître un peu plus cette histoire autour de l'ordonnance de Bray, je vous recommande d'aller écouter cet épisode. Je te remercie pour cette première question, cette première réponse. Deuxième question, est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes et que tu souhaiterais nous partager ? Tiens, beau largue pas. Ça a Parce totalement que du sens. effectivement, la lutte continue, hein, le féminisme, l'anticolonialisme, pour moi, c'est toujours d'actualité. Merci beaucoup. Et une dernière question, et pas des moindres, un conseil pour les jeunes générations. Oh là là, est-ce que j'ai un conseil pour les jeunes générations ? Je sais pas, moi je partirais de ce qui m'a aidé moi quand j'étais jeune, parce que je le suis plus tout à fait, c'est de connaître et de s'appuyer sur les luttes du passé. En fait, parce que pour moi, ça m'a aidé à y voir clair dans le présent. Et puis ça aide aussi dans les luttes, dans les mobilisations, à pas repartir de zéro en permanence. On a l'impression tout le temps qu'on invente. Et en fait, il y a plein de choses, il y a plein de luttes, il y a plein de débats, il y a plein de discussions, il y a plein de réflexions qui ont été produites avant nous, sur le féminisme, sur l'anticolonialisme à La Réunion, sur l'analyse des politiques économiques, du racisme à La Réunion. Toutes ces choses sont discutées depuis des décennies et des décennies dans des mouvements. Il y a des brochures, il y a des archives, il y a des choses. Il commence à y avoir un peu des publications. Et voilà, pour moi, la connaissance du passé, la connaissance de l'appropriation de nos héritages et nos héritages, depuis l'esclavage jusqu'à toutes les mobilisations, que ça soit celle des personnes qui étaient détenues en esclavage, de nos ancêtres engagés, dans les syndicats, des mobilisations des personnes qui se sont syndiquées, qui ont fait des associations, des mouvements, etc., etc. En fait, tout ça, c'est important de regarder ce qui s'est passé et ce qui a été dit et les enseignements qu'ont tiré aussi ces mouvements. Parce que il y a des choses qui ont été tentées, qui n'ont pas marché. C'est intéressant de savoir des trucs qui n'ont pas marché pour nos luttes aujourd'hui. Merci beaucoup Myriam d'être venue au micro de Bat Carré. Et puis on te souhaite une bonne continuation dans tes recherches et on n'hésitera pas à relayer tes travaux sur notre média. Merci infiniment. Merci à toi Mathieu, merci beaucoup. C'était un plaisir. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarré, @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve ?